Madame, Monsieur, je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi 4 octobre 2024 à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Une fois encore, on se retrouve pour faire le débat avec les analystes politiques, le débat sur l'actualité, mais aussi le débat pour essayer de comprendre certaines choses en fonction de ce qui se passe au sein de la République. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème et ce thème-là va vous permettre de comprendre également un certain nombre de choses. Et le thème est intitulé « Élection générale de 2026 au Bénin. La suscitation de candidatures est-elle désormais la chose à éviter ?» C'est une grosse interrogation. Si l'on sait que les Béninois ont été depuis plusieurs années habitués à ces suscitations de candidatures à l'approche des élections, on s'interroge aujourd'hui lorsque les partis politiques, ou du moins certains partis politiques, demandent à leurs militants d'éviter les suscitations tous azimuts. Est-ce que la peur a gagné certains partis politiques? Est-ce que c'est maintenant que ces partis ont compris que cette façon de faire les amène à se retrouver dans la dénorme? Voilà des interrogations et voilà des questions auxquelles mes invités vont répondre sur cette émission. Une fois encore, merci à vous d'avoir pris le rendez-vous de ce débat, ce creuset, qui donc permet de faire des analyses politiques sur notre télévision et d'un TV. Avant de vous présenter les débatteurs, observons une courte pause pour les présenter. Alors, à ma gauche, pour faire le débat, lui, il a nom Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur ce plateau avec vous. C'est un plaisir de partager ces quelques moments d'échange autour de l'actualité nationale. Votre première fois, si je ne me trompe, sur le Forum des rédactions. Évidemment. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Indépendant. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi et je serai toujours des vôtres toutes les fois où l'invitation sera là. Merci beaucoup. C'est une émission que vous suivez souvent. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'être avec nous et merci d'être venu. À ma droite, lui, c'est un habitué. C'est un habitué de l'émission, le Forum des rédactions. C'est Oumar Aliandjou. Bonjour Oumar. Bonsoir Amaury, bonsoir Hector, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté une fois encore de venir sur ce plateau parler de cette interrogation. La suscitation de candidatures est-elle désormais la chose à éviter au Bénin? C'est à cette question que vous allez répondre, Oumar Aliandjou et bien sûr Hugues Hector Zogo, mais à travers cette interrogation, il y a beaucoup d'autres interrogations derrière. Oumar Aliandjou, je vais commencer par vous. On sait que les Béninois ont cette habitude et que la suscitation de candidature n'est pas nouvelle pour les Béninois. Oui, c'est rien de nouveau pour les Béninois. On en a l'habitude depuis 1990, on va dire depuis le renouveau démocratique, on est habitué à cette manière-là de faire. Et quelques années, je dis bien quelques années, je ne dis même pas très proche des élections, quelques années même avant les élections déjà, on voit déjà des gens qui partagent déjà des gadgets à l'effigie de leurs candidats. On voit des marches à gauche et à droite pour susciter la candidature de tel ou tel. On l'a vu avec le président Talon, on l'a vu avec le président Boniaï dans le temps, et ainsi de suite. Il y a eu pas mal. Même Kérékou, au moment où on devait le ramener, vous avez vu comment est-ce que ça a été fait, petit à petit, et finalement, on a suscité sa candidature, et Kérékou 2 est revenu au pouvoir. C'est une habitude qu'on a au Bénin. Mais aujourd'hui, les choses changent, on ne voit plus tout ça. Je ne sais pas à quoi est-ce que c'est dû. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler également. On va l'analyser, on va se pencher également sur ça. Mais aujourd'hui, on n'observe pas tout ça. Qu'est-ce qui le fait? Peut-être que c'est les réformes. Déjà, les réformes, oui. Déjà que c'est les partis qui portent les candidats désormais. Donc, les réformes ont quelque chose à avoir. Mais peut-être aussi que le peuple également est devenu mûr. 1990-2024, ça fait un bon moment.
que nous sommes en démocratie. Les enfants qui sont nés dans le temps, en 1990, aujourd'hui, c'est des adultes bien faits, ils sont nés dans la démocratie, ils ne connaissent que la démocratie, ils savent ce que c'est que la démocratie, ils savent comment faire de la démocratie. Donc ce n'est plus la même génération forcément qui est là. Donc les choses changent, les réformes sont passées par là, ça se comprend. Maintenant, est-ce qu'on le déplore, est-ce qu'on ne le déplore pas? Chacun a son avis par rapport à ça. On verra bien, mais pour rester un peu dans l'historique de la suscitation de candidature, Hugues Hector Zougou, qu'est-ce que vous avez encore en mémoire comme suscitation de candidature, comme habitude des Béninois à l'approche des élections? Quand je dis à l'approche, c'est minimum 1 an. Vous avez parfaitement raison quand vous faites référence à cette période minima d'1 an. Moi, je dirais même qu'on pourrait se retrouver à une période de 2 ans, pourquoi pas. Parce que déjà, 2 ans de la fin du mandat d'un chef d'État en exercice, les Béninois ont très tôt commencé par prononcer... Le booster dehors, voilà, avec des propos comme... c'est fini, comme on l'a vu sur Yaïboni. Yaïboni, c'est fini. Évidemment, au-delà de ces mots, ce qui retient le plus l'attention, c'est qu'il y a de nouvelles figures dont on commence par vous parler. Des gens dont peut-être vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un citoyen lambda qui commence par appeler son nom. Et vous vous dites, mais de qui il parle? De qui il s'agit? De qui il s'agit. Et à partir de ce moment-là, vous allez aussi à la recherche de la connaissance. Vous commencez par faire des investigations. Et progressivement, l'information commence par vous atteindre. Au point où on vous dira, oui, c'est l'un des présidentiables, c'est l'un des futurs candidats aux élections présidentielles. Et donc, ce mode de fonctionnement a été, je vais dire, un mode adopté par notre peuple au lendemain de la conférence des forces de la nation. Et puis, ça a très bien marché. Parce que quand le présidentiel aussi commence par mener des actions. C'est des tournois de football chaque vacances, voilà. C'est des dons dans les écoles. Des marches, il y a un monsieur qui sort de nulle part et qui commence par poser des actes. Il pose des actes parce qu'il a, au sein de la communauté, des leaders d'opinion. Je prends par exemple les grogneurs. Voilà une cible qui, par exemple, est ignorée. Juste même juste au lendemain des élections, quand on a un nouveau chef d'État, cette cible, cette communauté de personnes est complètement ignorée. Mais il suffit seulement qu'on se retrouve à 2 ans des élections pour que ces grogneurs-là constituent les leaders privilégiés. On commence par leur faire appel. C'est vous qui avez l'habitude de décrier les faits sur les stations radio au niveau des chaînes de télévision. Dites que telle chose ne marche pas bien à tel endroit. On va jouer au sapeur-pompier. Vous pouvez en parler et juste après votre cri de cœur, nous allons revenir pour dire voici notre contribution. Et c'est un jeu qui marchait très bien. Ça marchait, vous êtes dans le passé. Oui, je suis dans le passé puisque je suis Puisque vous viendrez au présent. Je viendrai au présent. Je suis là pratiquement à 18 mois des élections présidentielles dans mon pays. Mais j'ai l'impression que cette pratique-là est en train de perdre sa valeur. De disparaître. Oui, je vais revenir sans aucun doute avec des éléments précis. Très bien. Revenons, oui, vous voulez compléter. Par rapport à l'historique, si vous vous souvenez également, c'était le moyen pour de jeunes acteurs politiques de se montrer également. Et il y en avait pas mal également. Souvenez-vous, touche pas ma constitution. La transition, c'est Kérékou vers Yahi. Touche pas ma constitution, c'était Réki Amadougou. C'était la nouvelle figure. Tout le monde découvrait. Vous voyez un peu Omeki, transition Yahi vers Talon. On a connu également Omeki. Donc, quand il y a eu, ces suscitations étaient des moyens également de renouveler un tout petit peu la classe politique. Peut-être que ça, c'est un apport, ça, c'est peut-être un acquis qu'on avait dans le temps, que peut-être aujourd'hui, bon, on aura d'autres moyens peut-être de ramener, de voir comment est-ce qu'on va renouveler la classe politique. Mais aujourd'hui, ça disparaît un tout petit peu. Les grogneurs, ça a disparu aussi. Moi, je ne suis pas contre le fait que ça disparaisse. Je trouve cela plutôt bien aussi. Parce que c'était un jeu que je n'appréciais pas véritablement aussi. Voilà.
ça c'est moi, mon avis. Mais ce que j'appréciais, par exemple, qu'aujourd'hui on n'observe plus, c'est qu'il y avait un renouvellement aussi de la classe politique dû à ces personnes-là qui, de temps en temps, allaient chercher des jeunes dans les quartiers, dans les villages. Écoutez, les gars, mettez-vous derrière moi, mettez l'idée dans l'opinion publique, suscitez ma candidature et après je viens. Donc, il y avait beaucoup de jeunes comme ça qui apparaissaient dans l'arène politique grâce à cette manière-là de faire également. Je voudrais insister que, oui, ces personnes-là sont des gens qui posaient aussi des actes dans les quartiers, qui organisaient des tournois dans les quartiers. Celui-là, il peut aller à Dangbo où il a un jeune qui l'a motivé là-bas. Le leader, il passe par lui, il organise un tournoi pendant les vacances. Au-delà même des tournois, j'avais parlé des gadgets aux couleurs ou bien à l'effigie du candidat, mais il y avait également de l'argent, des vivres, toutes ces choses-là passaient. On savait comment ça se passait. Et de temps en temps, on faisait des actions à l'endroit des orphelins, à l'endroit des dames, des formations. On médiatisait, et on voyait un peu plus la présence d'un homme. On se demandait, on se demande pourquoi. Mais il pose ces actes-là, mais il est généreux, celui-là. On invitait les télés. Tout le monde venait parce qu'on veut remettre peut-être 5 à 6 sacs de riz à une quinzaine de personnes, mais tout le monde est là. On fait des plans bien serrés sur les sachets, sur les emballages, et on voit, et après on crie, voilà, c'est Hector Zogo, c'est lui qui a fait ci, tout le monde est d'accord, vous voyez un peu. Donc c'était ça l'habitude, mais aujourd'hui, on a perdu cette habitude-là. Avant de venir à aujourd'hui, on va évoquer un peu les raisons qui peuvent donc amener ces personnes-là à poser ces actes, mais c'est d'abord des jeunes, vous l'avez dit, qu'ils dégotent dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les communes pour pouvoir, prendre le devant, pour donc aller passer leur message. Et aussi, c'est l'occasion pour ces jeunes, forcément, d'avoir un peu de profit, Hugues Hector Zogo. Oui, c'est vrai, c'est une question de profit pour ces jeunes, malheureusement, parce que c'est la période... Malheureusement ou heureusement? Non, malheureusement, parce que ce n'est pas la bonne voie pour se faire de l'argent. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent que systématiquement, cet argent-là est gagné de manière saine. Donc, pour moi, c'est malheureusement. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de tourner cette page. On a l'impression. J'insiste là-dessus. Oui, mais avant de tourner la page, rappelez-nous un peu comment ça se passait, c'est des réunions nocturne, j'allais dire. Oui, c'est des réunions nocturnes. Le jeune leader du coin, c'est lui qui reste devant. Rien ne peut se faire sans qu'on ne passe par lui. Même si le leader doit donner l'argent, c'est à lui qu'on doit remettre les sous. En réalité, on a assisté à ce mode de fonctionnement simplement parce que la jeunesse, de tout temps, est restée sans instruction. Si on avait eu la chance d'avoir de grandes écoles, de très belles infrastructures éducatives, si on avait eu la chance de mettre les enseignants dans de meilleures conditions et qu'ils formaient le citoyen à ce qu'ils comprennent ce qu'on appelle les élections, ils n'allaient pas perdre du temps pour courir derrière un acteur politique. Puisque l'acteur politique, malheureusement, qu'il exploite, lui, il envoie ses enfants à l'extérieur pour se faire former. Donc ces enfants ne se retrouvent pas dans cet environnement d'insécurité, puisque c'est de l'insécurité pour ce jeune-là. Ce jeune, oui, c'est de l'insécurité. Juste au lendemain, il va se faire de l'argent. Il gagne combien? Des sacs de riz. Il gagne combien? Il n'a pas d'emploi. Il gagne combien? Est-ce qu'il a la possibilité pendant cette période-là de gagner ses diplômes? Il ne le fait pas. Au profit de quoi? Je ne dirais pas au profit, mais au détriment de l'argent qu'on lui remet. Et du jour au lendemain, dès qu'il... Il achète une nouvelle moto. Hein? Il va acheter la moto parce qu'on lui a fait comprendre que avoir une moto, c'est gagner sa vie. C'est ce que le leader politique a essayé de lui inculquer dans la mentalité. Et donc pour lui, le fait d'avoir gagné sur le coup 500 000 francs, de s'être retrouvé... Gagner, c'est trop dit, d'avoir coupé. Dites coupé. Bon. Puisque l'autorité remet 1 million, lui dit que c'est 200 000, voilà. Il coupe. Évidemment. Donc, quand il prend cet argent-là, et il va se retrouver à acheter une moto, il revient au sein de sa communauté, il devient, je vais dire, le jeune qui a réussi. Oui. Donc, la politique devient implicitement ce cadre-là où on se permet de dire, oui, on peut réussir.
on peut réussir sans la morale, sans l'éthique. Mais quand ça se passe de cette façon, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Ceux qui le conduisent à ça l'ont manipulé de tout temps. Et ceux-là, ce sont les acteurs politiques que nous connaissons bien évidemment. Ouais. Voilà. Ce que moi j'aimerais dire par rapport à tout ceci, c'est quoi? C'est que je ne parlerai pas d'instruction pour les jeunes, je parlerai plutôt de maturité, maturité politique surtout, et le fait d'être attiré également par l'appât du gain pour certains jeunes. On considérait la politique comme le meilleur ascenseur social, le meilleur moyen de réussir, de gagner sa vie. Et cette conception-là de ce qu'est la politique est une mauvaise conception. C'était une mauvaise habitude qu'on avait. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'était même quelque chose qu'on doit bannir. Dieu soit loué qu'aujourd'hui ça diminue. Parce que la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce au même titre peut-être que, voilà, au même titre que le journalisme aujourd'hui, par exemple. C'est un exemple que je prends, hein, comme les enseignants, par exemple. C'est pas des métiers où on devient du jour au lendemain très riche. On n'est pas entrepreneur, on n'est pas avocat, on n'est pas grand médecin, on n'est pas grand chirurgien, on ne gagne pas de normes sous. Donc la politique, en réalité, moi, je pense que c'est la mauvaise conception qu'on avait. Les jeunes étaient attirés par la part du gain. Étant désœuvrés, ils se jettent dedans. On fait la langue mielleuse aux populations. On promet ce qu'on ne peut pas réaliser. Et comme ça, finalement, les hommes politiques sont derrière. Ils savent bien parler. Ils savent bien mobiliser les gens. On va lui remettre l'argent. Et sur le plan financier, il arrive à s'en sortir. C'était les choses, en fait, qui poussaient les jeunes à faire cela. Mais ça, c'est une conception très mauvaise de la démocratie. On venait juste donc, de sortir du joug du marxisme-léninisme en 90. On est rentré dans la démocratie et tout le monde s'est jeté à corps perdu dedans sans penser. Enfin, on ne connaissait pas comment est-ce qu'on faisait de la politique. Et on faisait donc la politique ainsi. Pour moi, c'était mauvais. Si ces choses-là peuvent disparaître complètement, moi, je serais très heureux. Si les réformes peuvent permettre de faire disparaître cette manière-là de faire de la politique. Parce que la politique, c'est des idées, c'est une vision du Bénin qu'on veut vendre aux populations. Et quand on n'a pas cela, et que notre objectif, c'est de pouvoir avoir juste de l'argent d'un homme politique, d'un champion, d'un leader, moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Et aujourd'hui, ça a diminué. En tout cas, moi, je pense que ça a diminué. On ne voit pas. Ah, c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore, on entendait le mouvement OB 2026 ou bien OB 26, je ne sais pas quoi. Voilà, certainement que voilà, ça voulait démarrer, mais avec cette affaire, je ne sais pas si ça va se poursuivre. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on se tienne au calendrier électoral. Enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais cette manière de faire, on l'observe moins aujourd'hui. Et moi, je pense que ce n'est pas totalement une mauvaise chose. Alors, la suscitation de candidature est-elle désormais la chose à éviter? Hugues Hector Zogo, Oumar Adéanjou, oui, il y a depuis presque un an, on a constaté une suscitation de candidature, pas une, plusieurs. À part ceux-là qui se sont levés, qui ont assigné des gens, qui ont commencé par, comment dire, étaler étaler donc les prémices, voilà, les prémices d'une suscitation de candidature, qui les a assis, ceux-là qui ont eu à signer ces gens-là. Il y a quand même une suscitation qui a été remarquable, c'est celle de Olivier Bokor. On se demandait, est-ce qu'il est demandeur? On nous disait que non, ceux-là dont on suscite la candidature, ce sont eux-mêmes qui restent derrière et qui disent aux jeunes, allez-y, allez-y, suscitez ma candidature. Mais qui ne dit mot consent, dit-on. Bon, qui ne dit mot consent. Et est-ce que lorsque vous dites que ça a tendance à disparaître et que la particularité ici qu'on a observée est que c'était au moins à 2 ans des élections au lieu que ça soit 1 an, Hugues Hector Zogo, ça frappe à l'œil. Oui, c'est lorsque une suscitation démarre 2 ans presque avant les élections. Oui, nous avons toujours été habitués à ce mode de fonctionnement. Mais la particularité peut-être ici, c'est que nous nous retrouvons avec des regroupements politiques qui ne sont plus émiettés. Le paysage politique est tout à fait autre. Il y a cette particularité-là qu'il faudra tout de suite souligner. Le paysage politique est tout autre. Le paysage politique est tout autre. Est-ce que c'est ça qui justifie une suscitation 2 ans avant les élections? Non, ça a toujours été. C'était la manière de faire. Ça a toujours été cette manière-là. De cette façon-là. Quand vous faites une analyse
de l'histoire politique de Passéiste. notre pays, vous vous rendez compte systématiquement qu'à 2 ans des élections, l'on commence par entendre parler de qui éventuellement pourrait se positionner pour être candidat. Même si, a priori, les intéressés même n'ont peut-être pas envie d'être... Joue aux désintéressés, vous allez dire. Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il arrive qu'il y ait des personnes de bonne foi qui, au regard de leur statut, peuvent bel et bien être président de la République, parce que une fois aux élections, les populations auraient compris qu'on peut effectivement lui confier la gestion d'État, mais l'intéressé décline l'offre parce que c'est soit sa petite famille qui dit non, nous ne souhaitons pas ça, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons valables à chacun. Donc pour moi, c'est l'environnement politique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui qui fait la particularité de ceux dont vous parlez. Et donc, le fait qu'on en parle à 2 ans, ce n'est pas nouveau. Bien au contraire, à 2 ans des élections, si on n'entend pas du tout qu'il y a des candidats susceptibles de pouvoir se présenter, c'est ça qui aurait fait inquiété. C'est ça qui aurait inquiété. Et même quand vous vous rapprochez des acteurs politiques, vous comprenez qu'il y a cette crainte-là. On se dit, mais qui sont ceux-là éventuellement qui pourraient se présenter aux prochaines élections en 2026 ? Oui, je suis complètement d'accord avec Hector. Il n'y a rien de vraiment de nouveau dans cette manière-là de faire. 2 ans des élections, déjà même à la mi-mandat du président en cours au Bénin, on sait comment ça se passe. Tout de suite, vous voyez des gens qui s'agitent réellement parce qu'ils se sentent l'âme d'un président. Ils veulent devenir président et les présidentiables, vous les voyez un peu partout s'agiter. Déjà à la mi-mandat, on passe déjà à comment préparer l'élection présidentielle suivante. Donc, on était habitué à cela. Et je pense que c'est le contexte politique actuel qui a changé et qui a fait que la suscitation de Olivier Bokor dans le temps a eu une résonance particulière. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on a dit, comment dans ce contexte-là, comment est-ce que vous pouvez encore susciter un candidat alors qu'on dit que les candidatures sont portées par des partis politiques. Le parti ne choisit pas encore de candidat, mais vous suscitez. Ça semblait un peu bizarre, à moi, ça mon avis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la réforme. Ils n'avaient pas compris complètement la réforme, à mon avis. Tous ceux qui suscitaient cette candidature n'avaient pas vraiment compris la réforme. Et qui ne dit mot consent, je le répète, si lui aussi ne désavouait pas ces gens-là, ne se dérobait pas vis-à-vis de ce que les gens lui proposaient, normalement, ça veut dire qu'il consent, ça veut dire que lui aussi l'acceptait. Ça veut dire que finalement aussi, il n'a pas compris, donc il n'avait pas compris donc, les réformes. Il fallait attendre. Aujourd'hui, le contexte nous impose un calendrier électoral. Et le calendrier électoral, il faut marcher avec. Les candidatures, désormais, la date limite au Bénin, on sait que c'est le 11 octobre pour 2026, c'est le 11 octobre 2025. Et ce n'est que là maintenant qu'on pourra dire, OK, on connaît déjà les présidentielles, on connaît les gens que les partis ont suscités au sein de leur regroupement politique. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, ça avait cette résonance particulière. Moi, je dis, la question que vous posez aujourd'hui pour le forum des rédactions, si vous pouvez me le rappeler, c'est faut-il susciter... La suscitation de candidature est-elle désormais la chose à éviter? Voilà, moi je pense que c'est clair, c'est la chose à éviter. Puisque c'est les partis qui suscitent les candidatures. Si vous voulez susciter une candidature, vous avez des ambitions présidentielles, vous avez des ambitions de devenir président, mais c'est au sein de votre parti que vous devez vous battre. Ce n'est plus tout de suite aller vers tout le monde, non. Déjà au sein du parti, comment on appelle les partisans, comment on dit ça, ceux qui ont la carte du parti, les adhérents du parti. Ce sont ces personnes-là, auprès de ces personnes-là, d'abord que vous allez le faire savoir. Et le parti maintenant va se réunir pour dire, OK, voilà tout ce monde-là, les adhérents venez, ou bien si dans ce parti vous avez un mode pour choisir votre candidat, vous choisissez votre candidat et ce n'est que le 11 octobre, la date limite, bon, peut-être qu'on peut le faire avant le 11 octobre, mais à la Sénat, le 11 octobre 2025, il n'y aura plus de candidature. Donc, vous allez maintenant déposer donc, cette candidature-là. Et moi, je dis, le contexte agit également pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de choses. L'autre élément qui fait que le contexte est vraiment différent, c'est qu'aujourd'hui, c'est un duo présidentiel qu'on présente. C'est un président
et un vice-président. Donc, il faut 2 personnalités que vous allez présenter aux gens et que les gens vont dire d'abord, OK, ces 2 personnalités-là, non seulement nous les acceptons, mais nous pensons également qu'ils peuvent travailler ensemble. Parce que les Béninois ne sont plus... enfin, en 1990, on a changé, c'est 2024, il y a eu du temps. L'eau a coulé sur le pont, comme on dit. Donc, aujourd'hui, il y a une certaine maturité. Je vous ai dit, les enfants qui sont nés en 1990, ont un certain âge aujourd'hui, c'est des personnes adultes qui votent, qui comprennent ce que c'est que la démocratie. Ils ne sont pas comme leurs parents. Et quand on sait que le pays est majoritairement jeune, donc ceux-là sont peut-être majoritaires aujourd'hui. Donc il y a une certaine maturité sur le plan politique aujourd'hui, et les gens suivent véritablement les choses. Et tout ceci, combiné au contexte électoral, aux réformes, tout ce qui a été fait, il y a forcément de quoi prendre du temps, s'asseoir au sein des partis politiques, réfléchir pour proposer les bonnes personnes, pour ne pas rater donc sa campagne électorale par le passé. C'est ça. Enfin, dans un futur très prochain, je dis. Hugues Hector Zogo, est-ce que cette façon de susciter la candidature, malgré les réformes, ne voudrait pas dire, en quelque sorte, forcer la main aux responsables plus tard du parti? Si l'on sait que l'on peut dire que oui, mais les populations ont suscité ma candidature, c'est moi que les populations veulent comme candidat au sein du parti, est-ce que ce n'est pas une façon de forcer la main aux chefs de parti, aux membres d'un parti politique, que de susciter la candidature, alors que ça ne devrait plus être la méthode avec les réformes? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne vais pas me permettre... Non, mais c'est une analyse, c'est une lecture que nous vous demandons de faire. Je suis entièrement d'accord, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne vais pas me hasarder à l'affirmer. Toutefois, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en train de travailler à donner vie au pluralisme démocratique? Toute la question est là. Parce que cette suscitation de candidature démontre à aisance, à suffisance, que le peuple béninois veut, d'une manière ou d'une autre, continuer par avoir des candidats qui ne se situent forcément pas au niveau des partis politiques pour être des présidentiables. C'est là où le politicien ou le politique béninois a échoué. Toute la réforme, c'est là où la réforme a échoué en réalité. Est-ce que la réforme a déjà échoué? Oui, la réforme a échoué, puisque vous vous retrouvez déjà avec Olivier Bokor, par exemple. Il appartient à un parti politique. Non seulement il appartient à un parti politique, mais vous connaissez très bien le rapprochement avec la première autorité de notre pays, bien sûr avec oui. le chef de l'État. Bien sûr que oui. Donc, quand vous vous retrouvez à ce poste-là, quand vous êtes, je vais dire, dans les bonnes grâces du pouvoir, et quand on doit susciter la candidature, ce qui ne devrait pas être le cas, au regard des réformes qui ont été menées, et que ce soit par vous que ça prenne part, il y a un problème. C'est mal vu? Très mal vu. C'est une manière de dire, nous avons échoué. Ah oui? Bien sûr, il n'y a pas une autre manière de dire que nous avons... Il n'y a pas une autre manière de dire que nous avons échoué. Parce que... Vous nous amenez sur un terrain intéressant. Oui, au niveau des partis politiques. J'ai été très heureux tout à l'heure quand j'ai entendu Oumar me dire que la politique, c'est d'abord les idées. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'au Bénin, au sein de nos partis politiques, il y a cette réflexion qui se mène. Vous avez l'idée que, vous avez la certitude que, au sein de nos partis politiques, il y a le débat critique qui se mène. Vous avez la certitude que les cadres de nos partis politiques aujourd'hui arrivent à s'asseoir pour discuter fondamentalement, à pouvoir dire clairement leur point de vue, leur idéologie, sans pouvoir craindre quelques représailles que ce soit. Est-ce que vous en avez la certitude? C'est le silence total. Est-ce que c'est de cette façon-là que nous allons faire développer une nation? Pour moi, malheureusement, la réforme n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Ça aurait été une idée ingénieuse de parvenir à cette conclusion-là, d'avoir au sein de nos partis politiques, je vais dire, des représentants qui plus tard se retrouvent être présidentiables et qu'on en finisse avec les émiettements de voix, par exemple. Mais malheureusement,
Ce n'est pas le cas. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Est-ce que ce seul élément permet de dire que la réforme n'a pas abouti? Pas vraiment. Il faut peut-être dire que certains n'ont pas compris l'esprit de la réforme. Pourquoi vous voulez... On va laisser le Zogo finir rapidement. Pourquoi vous voulez juste parler de l'esprit de la réforme? Parce que le président de la République aussi en parlait. Il dit, dans mon propre camp, il y a des gens qui suicident, qui sortent de mon propre camp et qui pensent que tel est meilleur pour être candidat alors qu'ils ont fait les réformes avec moi. Nous sommes dans un régime démocratique. Et dans un régime démocratique, l'alternance au pouvoir est une valeur sacrée. Oui. On peut se retrouver au sein d'un parti politique, on peut travailler même à faire élire un candidat et quelques années après, ne plus être d'accord avec son mode de gouvernance. Est-ce que vous partagez cet avis-là avec moi, par exemple? Oui. Et si un parti politique, je me retrouve membre d'un parti politique, je suis leader d'un parti politique, et du jour au lendemain, je me rends compte que ce que développe le parti politique ne répond plus à mes aspirations profondes. Voilà que j'ai toutes les compétences pour être présidentiel, par exemple. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Oui, si vous avez participé aux réformes, vous devez vous faire des choses dans la droite ligne des réformes. La droite ligne des réformes voudrait que vous puissiez patienter et que ce soit le parti qui puisse vous donner le quitus afin que vous puissiez être présidentiel. Oui, et non dit que c'est vous qui êtes meilleur pour prendre le pouvoir. Suivez. Non, je ne parle pas, je ne dis pas encore ça. D'accord. Mais je dis, c'est ce qui devrait être. Voilà qu'aujourd'hui, je ne suis plus en phase avec mon parti politique. Je ne suis plus en phase avec l'idéologie de mon parti politique. Qu'est-ce que je fais? Je me retire. Est-ce que le fait de me retirer du parti politique me retire le droit politique? Est-ce que le fait de me retirer du parti politique m'empêche, moi, en tant que citoyen, de pouvoir me positionner en tant que présidentiable? Toute la question est là. C'est pourquoi je dis que la réforme a échoué. Vous ne pouvez pas vous positionner si un parti politique ne vous porte pas. Mais évidemment, la réforme a échoué parce que les acteurs qui se sont retrouvés au niveau de l'Assemblée nationale et qui ont pensé à cette réforme-là, ils ne sont pas allés au-delà. Qu'est-ce qui prouve qu'au sein d'un parti politique, vous avez forcément le meilleur statut? Le parti politique peut aller coopter, par exemple, un membre qui n'a jamais été membre du parti. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on dirait que c'est la réforme qui a conduit à cette disposition? Puisque le cadre n'a jamais été votre militant. Mais au sein de votre parti, vous vous rendez compte vous-même que vous avez... Que vous pouvez faire un mercato. Voilà. Et le mercato, là, est-ce que c'est l'esprit de la réforme? Ce n'est pas l'esprit de la réforme, c'est de la tricherie en ce moment-là. Et donc, on aurait pu laisser cette ouverture, même je vais dire, cette ouverture-là, même aux citoyens qui ne se retrouvent peut-être pas au sein du parti politique, de se présenter en tant que présidentiable et verrouiller ailleurs, si on a l'intention de verrouiller. Puisque là, aujourd'hui, ce à quoi on est confronté, vous avez vu, il y a le silence. Ce silence-là, ce n'est pas un bon signe pour la démocratie. Pas, bon signe. Pas du tout. On va laisser Oumar réagir. Il a pris beaucoup de notes. Il a envie de réagir. Non, déjà, je rebondis. Ce silence... Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Je rebondis par rapport au silence déjà. Le silence serait un mauvais signe si, par exemple, après les candidatures, après que l'on ait reçu toutes les candidatures à la Sénat, on n'a pas de gens qui sont sur le terrain. Alors, à partir de ce moment, il y aurait un silence qui serait un silence assourdissant. Aujourd'hui, tout est plutôt calme sur le plan politique. Oui, on va dire, personne n'ose... dit que c'est un calme qui dérange. Qui doit inquiéter. Voilà, moi je dis que ça doit inquiéter si jamais, par exemple, on n'a pas de candidat jusqu'au 11 octobre 2025, il n'y a pas de candidature. Là, ça peut inquiéter. Après les candidatures, si on n'a pas des gens sur le terrain pour agir, pour comment on appelle, pour commencer à faire, on va dire, une pré-campagne pour leur champion, là, ça peut inquiéter. Pour le moment, moi, je ne trouve pas ça inquiétant. Il n'y a rien de vraiment très inquiétant. Parce qu'il y a un calendrier... Je finis rapidement. D'accord, il y a un calendrier électoral. Moi, je pense que le principe, déjà, c'est le calendrier électoral. Tout se fait selon le calendrier électoral. Ça, c'est un premier point. Je vais rebondir rapidement sur ça. Bon. Parce que quand j'entends ça, ça porte à croire que c'est à partir de 2016, par exemple,
que le Bénin a connu ce qu'on appelle un calendrier électoral. C'est Bon, une erreur. d'accord, je reviens. Parce que, soit... Mais permettez-moi de poursuivre. Vous non, avez votre temps de parole. je vais y aller. Je vais y aller. Si je voudrais rebondir en mettant juste en jeu l'aspect de déclin des partis politiques. Ok. Permettez-moi alors maintenant de parler. Hugues Zobo, vous prenez note. Voilà. Vous prenez note. D'accord, je vais jusqu'au bout. Donc, je disais tantôt que et pour le moment, ce n'est pas encore un silence qui doit inquiéter. Parce qu'au départ, quand le président Talon venait, il disait qu'il faut désormais qu'on laisse les coudées franches au président qui est en place de travailler. On sait ce que c'est que le clientélisme politique au Bénin. On l'a fait de 1990 à 1996, ce qui nous fait à peu près 26 ans. On sait ce que ça a donné. On sait ce à quoi ça a conduit. Les présidents ne peuvent plus gouverner. Ils sont obligés d'écouter les messes d'action de grâce à l'endroit de tel ou tel pour pouvoir le nommer finalement ministre à tel. Parce que tel est en train de battre le pavé tous les jours, il faut rapidement lui trouver un poste. Ils n'ont plus le temps pour faire un bon programme, pour mettre les choses en place pour le peuple. On sait ce à quoi ça conduit. S'il y a ce silence-là aujourd'hui, au moins le président peut travailler tranquillement, aller à l'Assemblée nationale, prendre les lois qui correspondent à sa vision, venir les appliquer pour le bien de ce peuple-là. On voit ce que ça donne. Ne serait-ce que sur le plan infrastructurel, sur le plan de certaines réformes également qui marchent. Je veux tout simplement prendre, par exemple, la GDIZ ici, derrière Aglo, chez vous, c'est pas très loin. Ça, tout le monde est d'accord avec. Il y a pas mal de choses comme ça qui marchent. Ça, c'est une première chose. Vous avez dit tantôt que la réforme a échoué. Je ne pense pas que la réforme ait échoué. Il y a un problème de discipline au sein de la mouvance présidentielle. C'est un problème de discipline. Il y a certaines personnes qui n'ont pas compris quelque chose et ça, c'est très grave. Puisque c'est dans le camp présidentiel. Ça ne veut pas dire que la réforme a échoué. Dans les autres partis, vous n'avez pas vu quelqu'un en train de vouloir susciter une candidature. Quelqu'un qui est des démocrates en train de vouloir susciter une candidature. Les FCB en train de vouloir susciter une candidature. Donc, il y a pour moi, ne perdons jamais de vue ce pourquoi on a fait ces réformes-là. Moi, je le dis et je vais le défendre jusqu'au bout. Parce que pour moi, j'aime bien la manière dont la politique se fait actuellement. Il n'y a plus de désordre. On n'est plus comme des gens qu'on a libérés et qui se sont jetés sur la liberté et qui font tout de tort à travers. Donc, aujourd'hui, vous voyez, les choses sont plutôt bien définies. On sait combien de partis nous avons, même si c'est une dizaine. On sait à peu près ce que nous avons. On sait comment ces partis-là sont gérés. On sait qui sont les têtes de pont dans ces partis-là. Voilà. Et en plus de ça, vous dites non, que le fait de coopter une nouvelle personne, c'est de la triche. Ce n'est pas de la triche. Ça existe dans tous les partis du monde. Je dis bien du monde, sortons du Bénin. On peut coopter qui on veut dans un parti politique quand on veut. Il suffit simplement que cette personne-là... On parlait de mercato. Il parlait dans le contexte du mercato. Le mercato, faites-le comme vous voulez. L'essentiel est que la personne soit d'accord avec vous, avec vos idées, avec votre vision du Bénin. C'est difficile au Bénin de parler d'idées parce qu'on n'est pas encore véritablement arrivé à cette étape-là. Moi, je préfère parler de la vision qu'on a du Bénin pour l'avenir. Donc, si la personne a la même vision du Bénin que vous et qu'elle veut marcher avec vous, où est le problème? Il n'y a aucun problème. La personne n'avait pas milité dans le parti, la personne n'avait pas préparé lui haricot avec vous. La personne vient manger seulement. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de triche. Donc, ça veut dire que c'est au sein du parti que vous avez échoué à votre niveau. Vous n'avez pas su choisir quelqu'un qui, au sein de votre parti, peut vous permettre de briguer la magistrature suprême. Vous n'avez pas su travailler, former les gens qu'il faut. Et peut-être même à la base, coopter ceux qu'il vous faut pour pouvoir faire ce travail-là. Et l'autre chose, je vais venir pour finir. Pour finir, très rapidement. Vous avez dit que non, une fois que tu quittes un parti présidentiel, une fois que tu n'es plus d'accord avec ton parti, tu vas susciter ta candidature, tu inities... Non, mais... On peut créer un parti politique. La loi ne dit pas de ne pas créer de parti politique. Crée ton parti politique, mais sois sûr que si tu crées ton parti politique, sois sûr que ça ne soit pas le parti de ta ville, le parti de ton village, le parti de ton quartier. Parce qu'aujourd'hui, la loi impose à tous les partis politiques d'avoir une envergure nationale. Vous comprenez? Donc, un certain nombre de voix qu'il faut obtenir avant de pouvoir donc exister en tant que parti. Si, comme on appelle, à l'épreuve des élections, on voit que ton parti en réalité n'est qu'un parti de quartier, mais ton parti est voué à mourir. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est d'accord? Donc, c'est pourquoi on dit les partis que les... Enfin, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on est contre la réforme.
Mais on ne veut pas le dire. Oui, on est contre la réforme parce que c'est une les réforme. actes trahissent certains. Parce que c'est une réforme qui est suscitée par la rupture. Parce que c'est une réforme du président Talon. Et comme, bon, en ce moment, on n'est pas d'accord avec lui, on est contre la réforme. Moi, je dis, si on s'assoit réellement, en tant que Béninois, en tant que bon patriote, dans cette réforme-là, il y a de très bonnes choses. C'est vrai qu'il y a de mauvaises qu'on peut éliminer. Et comment est-ce qu'on fait pour l'éliminer? Travaillons à cela. D'accord. Hugues Zogo, réaction? Je suis très écœuré. Je suis très écœuré. Mais ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas. Je suis très écœuré parce que je me pose la question de savoir que faisons-nous du patriotisme au Bénin. Quand j'entends mon... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, quand j'entends mon confrère... Votre vis-à-vis? J'aime le Bénin. Hein. Je suis même chauvin sur les bords, pour vous dire. J'ai entendu tout à l'heure parler de... On est contre la réforme parce que c'est Patrice Talon. Patrice Talon n'est-il pas fils béninois? Il n'est-il pas un Béninois susceptible d'apporter un mieux-être aux populations béninoises? Pourquoi, de tout temps, dès qu'on se retrouve dans un débat critique, il faut tout axer autour de la personnalité du chef de l'État? Non, c'est parce que tout simplement, moi, personnellement, on ne veut pas voir le bon côté de ces réformes-là. Les éléments importants. Moi, la réforme, ce n'est pas une réforme de Patrice Talon. C'est une réforme qui est propre à la nation béninoise. Absolument. Okay. Et donc, il faudrait qu'on se départisse de la personnalité du chef de l'État et qu'on puisse savoir qu'on est en train de parler du Bénin. Ça, c'est un préalable que je voudrais quand même essayer de dire. D'accord. Deuxième chose, tout à l'heure, quand je disais que si vous n'êtes pas d'accord avec votre parti politique, que vous pouvez toutefois vous retirer et être présidentiable, je n'ai pas encore dit la forme à partir de laquelle vous allez l'être. Je ne vous ai pas dit, par exemple, sur ce plateau, que vous allez vous positionner en tant que présidentiable sans être militant d'un nouveau parti politique. Donc la réforme n'a pas échoué. Si vous créez un parti, donc ça, je vous parle de l'échec de la réforme, puisque vous-même, vous avez tiré la conclusion. Non, je vous le rappelle. Il y a peut-être indiscipline, mais il n'y a pas encore échec de la réforme. Je vous le rappelle. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'indiscipline et vous avez plus mis l'accent sur la mouvance politique. Oui, la mouvance présidentielle. Oui. D'accord? Oui. L'opposant, qui ne trouve peut-être pas le bien fondé de cette réforme-là, ne va pas au travers. Mais c'est en votre sein. Vous qui aviez eu le programme d'action, avant même le programme d'action, c'est votre leader qui a eu la vision et qui s'est dit, moi, en tant que président de la République, voici ce que j'envisage de faire. Et vous, en tant que citoyen, vous vous êtes donné le devoir de l'accompagner jusqu'à le faire élire. Mais quand vous travaillez à élire quelqu'un, vous l'accompagnez pour qu'il assume sa mission républicaine. Absolument. Vous travaillez à lui donner les moyens pour qu'il puisse réussir. Et c'est ça qui fait votre fierté. Absolument. Alors, celui-là a été élu. Il a travaillé pour que l'on ne commence pas à parler d'une réforme. Et c'est encore vous, en votre sein, que cette indiscipline-là se dénote. Et ça se vit de manière criarde. Quand ça se passe comme ça veut dire que soit, au moment où on était en train de parler de la réforme... Vous n'étiez pas sincère. Merci. Vous avez trouvé le mot juste. Vous n'avez pas été authentique. Il me semble qu'il a relevé cela. Vous n'avez pas été authentique. Et si vous n'avez pas été authentique, ça voudrait dire qu'en votre sein, vous ne vous dites pas la vérité. Mais si au sein de votre parti politique, vous n'êtes pas en mesure, le parti politique, c'est là où il y a les idées. C'est ce que nous avions convenu tout à l'heure. Oui. Là où il y a les idées, c'est le parti politique. Mais si au sein de votre parti politique, où on doit discuter de l'avenir du pays, à partir des idées, vous n'êtes pas en mesure de donner votre point de vue, soit pour être écouté, ou soit pour le dire librement, sans bénéficier de quelques représailles que ce soit, ça veut dire qu'il y a un problème. Votre raisonnement m'amène à poser alors la dernière question qui va nous amener vers la fin de cette émission, puisqu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Avec plaisir, je vous donnerai mon avis. Est-ce que, lorsque l'on observe aujourd'hui des partis qui sortent de communiquer et qui disent à ces militants, entre autres, d'éviter désormais les suscitations tous azimuts de candidature et tout, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que ces partis, si on sait que par le passé, on n'a jamais vu un tel communiqué,
et qu'après une suscitation de candidature qui débouche sur un complot contre la sûreté de l'État, même si on laisse la justice faire son travail jusqu'au bout, est-ce que cela fait les partis qui demandent à ces militants de ne plus susciter des candidatures font un lien avec ce qui se passe donc et voudraient que ça soit évité à l'avenir, ou bien c'est la peur qui a gagné ces partis-là? Le véritable problème... Est-ce que vous avez compris ma question, parce que vous me regardez... Le véritable problème... J'ai parfaitement compris ce que vous dites. Le véritable problème, c'est le désenchantement croissant à l'égard de nos partis politiques. Quand vous êtes leader, est-ce que vous avez besoin de parler avant que ceux qui se retrouvent au sein de votre parti puissent comprendre l'intérêt à défendre? Vous n'êtes pas tenu. Et quand vous parvenez à sortir de communiquer, ça voudrait dire que déjà, à partir de bouche à oreille, ça a été tellement dit, au point où les gens ne comprennent pas qu'il faille forcément respecter. Et donc, dès que le communiqué est là, et vous outrepassez, on pourra vous appliquer la sanction qui s'impose en ce moment-là. Mais est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? On n'en a pas besoin. Ça voudrait dire que les partis politiques, en l'État, ont échoué. Ils ont échoué pourquoi? L'État a mis les moyens à disposition aujourd'hui au niveau de nos partis politiques. Puisque les partis dont vous parlez, ce sont ces partis-là qui ont les honorables députés à l'Assemblée nationale. L'État béninois a mis plusieurs milliards à leur disposition pour qu'ils puissent former leurs militants. Mais si vous ne formez pas les militants, si vous ne leur expliquez pas les idéaux de votre parti politique, pour qu'ils comprennent le regroupement politique au sein duquel ils se retrouvent là, comment est-ce que ce regroupement fonctionne? S'ils ne le savent pas, ils vont faire autre chose. Donc ceux qui, d'une manière ou d'une autre, chercheront peut-être à susciter des candidatures ou l'ont déjà fait, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il n'y a pas autre drame meilleur que l'ignorance. Donc, pour moi, la faute, c'est d'abord aux partis même. Si les partis avaient pris les sous... Les précautions. Parfait. Les précautions. Si les partis avaient pris les sous que l'État avait mis à leur disposition pour effectivement se retrouver au niveau de chaque arrondissement, de chaque commune et former leur base, leurs militants à la base, est-ce qu'on en serait arrivé à cette conclusion aujourd'hui? Finalement, on se rejoint avec Hector. Vous voyez la démonstration qu'il a faite lui-même. Il n'a plus parlé de l'échec de comment on appelle la réforme, mais plutôt de l'échec des hommes, de l'échec des partis. Vous voyez? Donc les partis n'ont pas compris. Je vous ai dit, les partis n'ont pas compris le travail qu'il faut faire pour correspondre donc à cette réforme-là. Moi, je dis, ne balayons pas toute la réforme tout de suite parce que, voilà. Non, pourquoi je le répète? Je le répète pour une seule raison. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de patriotes. Et quand on dit patriote, quand on dit patriote, c'est la raison pour laquelle je reviens sur cet aspect-là. Je dis et je répète, en tant que bon patriote, on ne peut pas balayer toute la réforme comme ça du revers de la main, parce qu'il y a quelques éléments. Ça, c'est déjà... Oui, mais je tenais à le redire quand même. Étant donné que ça avait écœuré, mon cher ami. Pourquoi aujourd'hui des partis font des communiqués pour demander à ces militants d'éviter les suscitations plus agiles? Est-ce que c'est la peur qui a gagné les partis politiques? Est-ce qu'ils se disent si quelqu'un... Attendez, je vais poser la question. Est-ce qu'ils se disent si l'on suscite la candidature, si quelqu'un se fait... Comment dire, on peut dire ça? Si quelqu'un se fait susciter sa candidature, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. D'accord. Donc, est-ce que les partis politiques ont peur? Peur de qui, vous voulez dire? Dites-moi, peur de qui? Ben, je ne sais pas, peur du président Talon? Non, peur que la justice les baron politique. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Moi, je ne parlerai pas de peur. Je parlerai toujours, j'insiste dessus, de la discipline de groupe. C'est essentiel. Quand vous êtes dans un mouvement, vous devez marcher selon les règles donc, du mouvement. Mais marcher hors des règles, c'est quelque chose de très grave. Et le fait que celui dont on a suscité là, et finalement ça conduit à cette histoire de complot et tout, mais c'était quelqu'un qui était très influent, notamment au niveau de la mouvance présidentielle. Pour être plus précis, au niveau de l'UP, le renouveau. C'est pour ça que quand on suscitait sa candidature, personne ne pouvait lui dire c'est pas bon. Le chef de l'État avait dit c'est pas bon qu'on fasse comme ça. C'est l'ami direct du chef de l'État. On connaît sa statue.
très peu. Moi, je vois très peu de personnes aller devant lui et le lui dire. Enfin, ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, on peut le faire après. Non, mais moi, si vous voulez, d'accord. Mais moi, je dis et je répète, c'est tout à fait normal qu'une réforme vienne. Les habitudes, on la peau dure quelquefois. De 90 à aujourd'hui, on a une manière de faire. Et on veut balayer ça, on veut enlever ça. Comment voulez-vous qu'on enlève comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait quelques réfractaires, sans qu'il y ait quelques personnes qui n'ont pas bien compris? Donc, c'est ce travail d'éducation que les partis doivent faire. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec lui. C'est les partis qui doivent travailler à faire évoluer notre manière de faire de la démocratie, de faire de la politique. Oumar, lorsqu'on a fait le débat depuis le début, alors qu'est-ce que vous répondez à ma question maintenant? La suscitation de candidature est-elle désormais la chose à éviter? Oui. Est-ce pas peur non, d'être, pas peur. de subir, c'est non, pas la pas foudre peur. C'est pour respecter d'abord la discipline de groupe au sein des partis politiques et pour respecter également les nouveaux tests de notre pays. Le nouveau, oui, la nouvelle manière. Et non de subir la foudre. Voilà. Enfin, la foudre de qui? Moi, je ne sais pas. La foudre de qui? La foudre peut-être du parti. Bon, mais une chose est sûre, moi je dis, c'est au parti de travailler. C'est au parti de travailler à faire abandonner les mauvaises habitudes par tous ceux qui l'ont encore. Très bien. Il y a des gens qui l'ont encore. Et donc, ne perdons jamais. Oui, on doit éviter de faire ça. Les tests ne nous permettent plus de le faire. À Hugues Zogo. Je voudrais quand même dire que ce n'est pas toutes les réformes qui sont profitables à une nation. Puisque nous devions prioriser la paix. La finalité, c'est prioriser la paix. Avoir un État pacifique. Et donc, que certaines personnes soient réfractaires parce qu'il y a réforme, ils ont sans aucun doute leur raison. Maintenant, pourquoi ne pas prendre la peine aussi de pouvoir les écouter? Mais s'ils jouent à l'hypocrisie, non, on ne veut pas les écouter. Je ne parle pas d'hypocrisie. Voilà. Moi, je ne parle pas d'hypocrisie. Moi, je vous ai donné, par exemple, des éléments précis. Je vous ai dit, par exemple, à quel point le temps passe. Les partis politiques ont échoué. Ces partis qui devraient normalement travailler pour accompagner, par exemple, le chef de l'État, Patrice Talon, vous avez vu ce qu'ils ont fait. La preuve, les communautés ont commencé par sortir. Si on avait réussi effectivement à travailler, regardez tout ce que le président Patrice Talon a fait. Les infrastructures d'ordre routier, les infrastructures touristiques, tout ce qui a été réalisé sous ta mandature là, est-ce qu'on a besoin de convaincre un citoyen béninois avant qu'il ne puisse dire « Nous avons eu un chef d'État qui nous a apporté un 2Z ». Les aveugles l'ont vu. Les aveugles l'ont vu. Et pourtant, les partis politiques qui l'accompagnent ont aujourd'hui de difficultés à pouvoir créer ce qu'on appelle la discipline. Mais dans un passé récent ou lointain, il y avait toujours l'indiscipline au sein des partis. Et pourtant, ça n'empêchait pas ces partis-là de se rendre aux élections et de faire élire même, pourquoi pas, leur leader. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est à sa fin. Je ne peux que vous demander vos mots de fin, puisque si on dépasse le temps, malheureusement, l'émission ne sera pas suivie. Mon mot de fin est ceci. Une réforme n'est pas forcément totalement bonne. On est d'accord? Une réforme n'est pas forcément quelque chose qu'il faut tout de suite balayer également du revers de la main. Il y a forcément des éléments essentiels de la réforme. Quel temps a-t-on pris pour éprouver ces réformes-là, pour voir ces nouveaux tests-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Combien d'élections avons-nous déjà fait pour voir ça? Si des hommes ont échoué, ça ne veut pas dire que la réforme a tout de suite échoué. C'est les mauvaises habitudes qu'il faut d'abord enlever. C'est l'essentiel d'abord. Ces réformes-là, moi je pense qu'il faut les éprouver. Il y a des éléments sur lesquels moi aussi je suis contre ces réformes-là. Mais vu ce que ça donne, ne serait-ce que pour leurs premières applications là tout de suite, vu ce que ça donne, moi je suis plutôt fier de voir l'arène politique de mon pays aussi dégagée, aussi propre, fait de la politique de bonne manière. Et aussi d'inviter les gens à éviter les suscitations de candidatures dans l'esprit des réformes. Oui. Dans l'esprit des réformes, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de débats à l'Assemblée nationale, que je puisse avoir les députés à l'Assemblée nationale discuter et dire ce qui ne va pas, par exemple, au pouvoir en place. Donc il faudrait donc ne plus boycotter les élections comme par le passé et permettre donc aux opposants qui veulent se positionner pour les législatives d'aller le faire. Moi je me souviens, ça a été boycotté et finalement, voilà, assemblée qu'on a. Complètement monocolore. Merci infiniment Oumar Anjou, merci Hugues Zogo qui quand même a eu beaucoup d'arguments à expliquer ce thème-là et donc à justifier ses positions. Oui, nous avons parlé des élections générales pour 2026. Faut-il éviter désormais de susciter la candidature des potentiels candidats? Vous avez répondu
à mes questions, on retient qu'il faut comprendre l'esprit des réformes et qu'il faut également la discipline de groupe. Et je suis resté sur ma fait, j'allais dire, parce que vous ne m'avez pas véritablement expliqué les raisons pour lesquelles il ne faudrait plus susciter les candidatures. Est-ce par peur ou par autre? Peut-être dans la deuxième partie, on va en parler. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à tous ceux qui vont nous suivre, j'allais dire, sur les différentes plateformes YouTube, Facebook. Merci de liker, merci de faire vos commentaires, d'apporter vos contributions et surtout de nous dire ce que vous pensez de la question que nous avons posé sur cette émission. Et c'est Marcel Yado qui a réalisé ce numéro de ce vendredi 4 octobre. Merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à notre télévision. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.